Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Florence Paris, psychopédagogue. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Interview réalisée dans le cadre de partenariat avec Expat Pro. Florence a rejoint les équipes de Expat Pro il y a 1 an et demi. Et donc, c'est le moment pour elle de venir se présenter aux auditeurs de la radio des Français dans le monde. Bonjour et bienvenue Florence. Bonjour Gauthier, bonjour à tout le monde. Content de faire ta connaissance. On va découvrir ton parcours atypique, j'ai envie de dire, parce que ce sera un peu le leitmotiv de cette interview. Il faut dire que au début, tu vas te lancer dans la gestion et la comptabilité en école de commerce. Tu es de la région parisienne. Et au bout de 6 ans, tu vas te rendre compte que c'est pas forcément le métier de tes rêves. Tu vas te réorienter et partir sur le métier d'enseignant. Se dire qu'on n'a pas pris le bon chemin, c'était pas grave pour toi à ce moment-là ? Non. Ce qui comptait, c'était ma vocation. Et ma vocation, c'était vraiment m'occuper des enfants. Alors en l'occurrence, tu vas t'occuper des enfants et puis assez vite, tu vas même te spécialiser parce que les enfants en difficulté, tu as l'impression d'être plus utile. Exactement. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on était dans une classe entière, il y avait un certain nombre d'enfants qui étaient laissés sur le côté et ça m'embêtait vraiment beaucoup. Et cette spécialisation m'a permis de pouvoir mieux aider les enfants en difficulté. Côté expatriation, on est sur la radio des Français dans le monde. Tu m'as dit que tu aurais bien aimé le faire. T'avais très envie même d'aller faire prof dans les dom-toms. Simplement, sur le chemin, tu as rencontré ton mari, l'arrivée des enfants, donc tout ça ne s'est pas fait. T'as pas de regret aujourd'hui d'avoir vécu ailleurs que dans l'Hexagone ? Non, je prends les choses telles qu'elles viennent et puis je me dis que peut-être ça va arriver bientôt. Absolument. Pourquoi pas ? Et ça t'a pas empêché de voyager et de parcourir le monde quand même ? Exactement. Alors, J'ai pu en faire plein. On parlait d'un parcours atypique. On va se pencher sur ce mot qui est toujours un peu compliqué. On va parler justement de ces enfants que l'on qualifie d'atypiques. Toi-même, tes 2 enfants sont atypiques. Comment on peut présenter facilement à un auditeur ce qu'est un enfant atypique ? Un atypique, c'est quelqu'un qui a un fonctionnement cognitif particulier. C'est-à-dire que si on va sur le côté du haut potentiel intellectuel, par exemple, et qu'on va regarder la mesure de l'intelligence par l'intermédiaire d'un bilan psychologique, on se rend compte que cette neuroatypie, elle s'exprime par 2,3% de la population. C'est-à-dire que cette évaluation de l'intelligence, elle se fait par l'intermédiaire d'un bilan psychologique. En général, de 6 à 16 ans, on parle du WISC. Et ce WISC-là, il va situer l'intelligence sur une courbe de Gauss. Et la courbe de Gauss, elle place ces enfants-là sur 2,3% de la population, c'est-à-dire sur l'extrémité à droite, avec un fonctionnement cognitif particulier. Alors là, tu me parles des ASPI, mais il y en a d'autres groupes aussi. Alors, c'est beaucoup d'acronymes. Il y a les 10, les TSA, les TDAH. Faut se faire peur un petit peu quand même. Ouais, quand on connaît pas le sujet, ça devient un peu compliqué, je l'avoue. Les troubles 10, ça commence à se démocratiser quand même sérieusement. Par exemple, le trouble du langage oral ou du langage écrit, ça c'est quand tu n'arrives pas bien à mettre en place les apprentissages de la lecture, par exemple. Et ça se détecte en CE1, CE2. Quand il y a un décalage vraiment important dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe par rapport aux autres enfants du même âge. C'est ce qu'on dit la dyslexie ? Exactement, c'est la dyslexie. Et alors, tous ces groupes aujourd'hui font que les enfants ont besoin d'un accompagnement un peu particulier, ce qui fait qu'en 2024, tu as créé ton propre site internet paris-florence.fr et tu proposes d'accompagner les enfants. En l'occurrence, tu es partenaire sur Expat Pro parce que tu les accompagnes en visio. Une grande partie, tu m'as dit 90% de ton travail, tu peux le faire en visio. Et c'est quasiment grâce à la pandémie qu'on a découvert qu'on pouvait faire autant de choses à distance ? Mais oui, finalement, on n'avait pas le choix d'utiliser ces outils-là quand on était confiné. Et on se rend compte que finalement, cet outil, il permet d'accompagner de façon exactement similaire les jeunes, les adultes, les enfants quand ils sont à côté de leurs parents. Et même, c'est quelque chose qui permet de mieux accompagner pour c'est ce qu'on me dit souvent. les personnes qui sont avec un trouble autistique, pour qui parfois la relation est un peu compliquée. Et l'écran permet
de couper cette difficulté relationnelle. Et puis, il n'y a pas le stress de devoir aller dans un cabinet, prendre la route. Ouais. On peut être plus au calme, on peut être un peu plus dans son cocon. Donc finalement, ça a plus d'avantages quasi. Ah, carrément, oui, oui. Euh, Tous les ados que j'ai en ce moment en accompagnement, ils viennent en visio pour qu'il n'y ait pas ce temps de transport et ça se passe tout aussi bien. Au contraire, ça permet de gagner dans l'emploi du temps, surtout ceux qui sont en préparation de concours, par exemple. Et puis évidemment, tu accompagnes par exemple un petit Canadien, donc enfin un Français qui Ouais, réside au Canada. Donc là, ça efface les distances, la visio. exactement. Bon, t'as juste le problème de décalage horaire. Parfois, c'est un petit peu compliqué peut-être. Ouais, mais ça, pour ça, on s'arrange, hein. Tout est possible, en fait. Alors pour les parents qui nous écoutent, qui sont au bout du monde, c'est vrai que quand on est dans le système français, il y a tout un dispositif qui peut se déclencher. Un professeur, par exemple, peut alerter un parent sur le fait que son enfant doit peut-être subir quelques tests parce qu'il pourrait être atypique. Alors si on est au bout du monde, comment on peut s'en rendre compte? Comment on peut être accompagné? Alors, quand on est sur la dyslexie, par exemple, puisqu'on en parlait, on peut tout à fait aller contacter un orthophoniste sur un réseau francophone qui propose des suivis en distanciel. Ça existe maintenant. Et le suivi, la rééducation peut se faire en distanciel. Par contre, si on veut faire un test d'évaluation cognitive avec un psychologue ou un neuropsychologue, là, il va falloir trouver un praticien francophone dans son pays ou bien attendre l'été pour rejoindre sa région de France et pour pouvoir avoir un rendez-vous et faire cette évaluation cognitive. On parle d'enfants qui ont quel âge? Alors, ça dépend de la neuroatypie. Si on est sur le trouble autistique, on peut déjà s'en rendre compte très tôt. Quand on est bien sensibilisé à la question, on peut repérer l'autisme à partir de 2 ans facilement. Par contre, sur les autres neuroatypies, on va attendre en général l'entrée dans l'école élémentaire, c'est-à-dire à peu près à 6 ans. C'est quoi la première réaction de parents qui découvrent que leur enfant est atypique? C'est un peu de panique? C'est de la panique, c'est de la peur et c'est parfois du rejet. Ah ouais, pas cool. Et du coup, toi, tu as les mots pour expliquer aux parents quel accompagnement tu vas pouvoir proposer? Oui, 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 absolument. Ben, j'ai été dans ce cas-là de maman d'eux, donc j'ai bien essuyé toutes les étapes qui sont pas forcément évidentes parce que surtout quand on est enseignante spécialisée et qu'on se rend compte que son enfant est concerné et que finalement tu te dis on n'en a vraiment jamais bien parlé en Ouais, fait. ouais. Donc au début on se dit mais il y a un grand manque dans la formation des personnels Tu m'as dit, et c'est en préparant l'interview, tu m'as dit, je me suis retrouvé maman perdue. ah oui complètement perdu, sans outils. C'est pour ça que j'ai candidaté dans le recrutement pour être référente académique sur ce sujet-là, pour pouvoir ensuite proposer des formations, pour que ça ne soit plus un sujet inconnu. Et d'ailleurs, tu fais souvent des formations, tu prends souvent la parole en public. Tu as même écrit un premier livre. Si j'ai bien compris, un deuxième est en préparation aujourd'hui. Tu as fait un livre sur le sujet du HPI d'ailleurs. Oui, sur le sujet du HPI et des parcours scolaires, ce qui n'existait pas vraiment beaucoup, c'est-à-dire que j'y détaille une dizaine de parcours de la maternelle au post-bac pour faire comprendre ce que c'est que le cheminement déjà dans la détection et puis après dans l'accompagnement scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à l'école pour s'adapter à ce fonctionnement cognitif particulier? Alors justement, Florence, on a parlé de cette identification de l'enfant et ensuite, il y a l'accompagnement. Donc, on a bien compris que via ton site internet, on peut te contacter. Et puis, lorsque tu accompagnes, parle-moi un peu de ta méthode. Tu es sur la remédiation cognitive, tu m'as dit. Oui, alors ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est les neuroatypies qui sont couplées ou pas avec du HPI. Ça veut dire que aujourd'hui, quand je regarde les enfants, ados ou adultes que j'accompagne, je suis souvent sur des profils mixés entre du haut potentiel intellectuel et autre chose. Je vais avoir aussi du trouble autistique de haut niveau, ce qu'on appelait avant les Asperger. Et puis, sinon, beaucoup de troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que le HPI a permis de compenser le trouble associé, jusque, en général, maximum le lycée. Et à partir du moment où on arrive au lycée avec beaucoup plus de quantité dans les apprentissages, le haut potentiel ne permet plus de compenser le trouble. Et là, c'est un peu la catastrophe.
on n'arrive plus à compenser et on a besoin de quelqu'un pour comprendre son fonctionnement et trouver son mode d'emploi finalement. Mais tu m'as dit que le cerveau était incroyable, qui permettait de faire des choses incroyables. Les résultats sont bons? Le cerveau est un outil génial. On peut créer des neurones, on a des neurones qui peuvent se créer jusqu'à la mort. Alors effectivement, il y en a quelques-uns qui disparaissent au fur et à mesure, mais on peut toujours en créer. Donc il n'y a pas d'âge pour rééduquer ses fonctions. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on a un trouble du neurodéveloppement, donc soit un TDAH, soit tous les troubles 10, ou bien aussi le trouble de l'autisme qui engendre souvent des déficits dans l'attention, par exemple, on peut rééduquer ses fonctions à tout âge. Et quand on les rééduque avant que le cerveau soit arrivé à l'âge mature, c'est-à-dire 25-30 ans, tout ce qu'on a réussi à remonter va être beaucoup plus stable que si on le fait plus tard. J'ai l'impression que si on est parent et qu'on vient te voir, on sort de là un peu rassuré et optimiste. Je me trompe? Non, c'est le but. C'est le but. Tout est possible et il y a encore beaucoup de choses à faire et à faire comprendre. Et ce que je vise, c'est de permettre à chacun à trouver son mode d'emploi, surtout quand on vient de détecter et qu'on est perdu. Et quand on est en plus à l'étranger, comme nos auditeurs le sont, pas de panique, il y a des solutions. Vous pouvez contacter Florence Paris depuis le site internet, le lien est dans ce podcast. Merci beaucoup pour cette présentation. Je te souhaite de bien travailler avec ces enfants partout dans le monde et à bientôt sur notre antenne. Avec plaisir, merci beaucoup Gauthier, à bientôt.